Bienvenue sur Just in Tuned, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Jeanne-Sophie. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir parler de toi aujourd'hui dans le podcast. Je suis très heureuse de te recevoir. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je suis donc Jeanne-Sophie Faure, j'ai 32 ans, j'habite à Toulouse, mais je suis pas tout. Enfin, si, maintenant on peut dire que je suis toulousaine, ça fait bientôt 10 ans que je suis là, mais j'ai grandi à Lyon et ensuite j'ai fait mes études entre Avignon et l'Angleterre. D'accord. Puis ensuite j'ai travaillé brièvement à Bordeaux jusqu'à ce que j'ai l'opportunité de rejoindre les siestes électroniques à Toulouse. En tant que service civique à l'époque, donc ça date, c'était en 2012. Et puis ensuite, j'ai été embauchée par un groupement d'employeurs, ce qui fait que j'ai travaillé auprès de plusieurs structures, et notamment un centre d'art qui est aussi basé à Toulouse, un centre d'art contemporain qui s'appelle le BBB. Et puis, par ailleurs, j'ai eu quelques missions à droite à gauche, faire de l'art contemporain. En fait, je suis intéressée autant par la musique que par l'art contemporain. D'accord. Et pour mes études, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'allais choisir. Et en fait, au début de ma carrière, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu faire les deux. J'ai pu être dans les deux structures. Et puis finalement, le temps passant, je me suis quand même posé pas mal de questions sur ma place dans la profession. Et me sont arrivées en pleine figure des questions, on va dire, d'ordre féministe. J'ai mis un petit peu de temps avant de me rendre compte que c'était ça ce qui me taraudait. Et puis finalement, le militantisme m'a complètement embarquée et en fait a pris une place importante dans ma vie. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes métiers ? Disons que quand j'ai commencé à travailler, très rapidement, en fait, je me suis retrouvée à devoir faire de la communication et des partenariats. D'accord. Probablement parce que c'était ce qui était nécessaire dans les structures où j'étais. Donc, c'était la place que je pouvais occuper. Et aussi parce que je pense que j'ai un tempérament qui est plutôt adapté à ce type de métier-là. Mais quand j'y réfléchis bien, la communication, c'est pas, enfin, la communication telle qu'elle m'a été enseignée et telle qu'elle est imaginée dans les écoles de marketing, etc., c'est un truc que j'aime pas. Et donc, encore une fois, en fait, je fais mon métier en ayant conscience de tout ce que ce métier peut avoir de inintéressant. Et donc, j'essaye de le faire de manière à ce que ça me ressemble quand même un peu. Donc, avec on va dire, à travers ma propre subjectivité et qui est aussi alignée aux projets que je porte et qui, eux, sont des projets, en fait, sur lesquels je suis idéologiquement hyper raccord. Donc, en fait, j'ai un bon point de départ. C'est que, en fait, ce sur quoi il faut que je m'exprime ou que j'exprime des choses sont des choses sur lesquelles, en fait, je suis quand même assez intimement liée. Et donc, ça me permet, à partir de là, de me dire, mais comment est-ce que j'ai envie d'en parler par quel vecteur, etc. Et donc, en fait, je me suis retrouvée à faire de la communication et des partenariats. Pour les siestes. Pour les siestes, mais aussi pour le centre d'art. Et puis en fait, j'ai essayé de développer aussi d'autres compétences qui sont liées au mécénat, au fait de se faire un réseau, de m'implanter en fait sur un territoire aussi, donc de rencontrer aussi des acteurs et des actrices de l'économie du territoire qui sont pas forcément liés à la manifestation, mais qui font que la manifestation où les différents métiers que j'exerce sont raccordés à d'autres secteurs d'activité. Et donc voilà, je me suis retrouvée à faire ça. Donc, j'ai développé des outils et des compétences, sachant qu'en plus, sur
les 2 postes que j'ai occupés au début, c'était des créations de postes. Donc en fait, j'ai eu D'accord. beaucoup de choses à imaginer et à OK. organiser. Très rapidement, en fait, les gens ont commencé à me faire confiance, ce qui m'étonnait beaucoup parce que j'avais énormément le syndrome de l'imposteur. Mmh. Je me suis retrouvée à enseigner et donc j'ai commencé par enseigner, et être intervenante sur des formations, autour du mécénat, des partenariats, de la com, ce genre de Mmh. choses. Et en fait, mon cœur de métier, c'était fou parce qu'en fait, j'ai commencé, j'avais même pas 3 ans d'expérience. Donc, je me dis, c'est quand même. Enfin, j'ai pas non plus un recul de dingue sur ce que je suis en train de faire. J'ai encore vachement l'impression d'expérimenter des choses et Mmh. pas avoir hyper confiance dans justement toutes ces expérimentations. Puis je me suis cassé la gueule plusieurs fois. Hein. Donc, mais c'est justement ça en fait qui intéressait Bien sûr. mes étudiants et étudiantes et stagiaires, etc. C'est de voir aussi en fait comment on rebondit une fois qu'on s'est cassé la gueule. Mmh. Euh, donc voilà. Et puis en fait l'enseignement ça m'a bien plu. Enfin j'aime bien. Déjà enfin comment dire, j'ai pas été hyper scolaire jusqu'à mon arrivée en master. Mmh. En master ça a changé parce que je me suis spécialisée, donc du coup je me suis très investie dans ce que je faisais. Mais avant ça, en fait, j'étais pas, enfin, j'ai un problème avec l'autorité et donc une vision de l'enseignement qui faisait que Ça passait pas. j'étais toujours. En fait, j'ai toujours été dans les clous, Mmh. mais jamais Dans le moule. l'élève qu'on disait brillante, docile, etc. Pas du tout. J'ai eu mon bac au rattrapage. J'avais pas envie d'y aller. Enfin voilà. Donc en fait, j'ai un gros problème avec l'autorité. Et en même temps, bah, au moment où je me suis retrouvée du côté des enseignants, donc du côté en fait de la formatrice, euh, bah en fait j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce qu'en fait, je l'appréhende plus comme un moment de réflexion commune. En fait, moi, je viens avec mes outils, mon expérience professionnelle, Mmh. 2-3 trucs dont j'ai observé que ça avait des effets, etc. Et puis ensuite, euh, ensuite, bah, c'est qu'une question en fait de faire passer en fait ces notions-là et puis d'en discuter avec des. Puis j'interviens dans le cadre professionnel, donc en fait j'ai en face de moi des gens qui ont aussi leur expérience. Enfin, je suis pas non plus dans une position de sachante absolue qui Mmh. vient faire un cours magistral. Euh, voilà. Et donc en fait, voilà. Et puis progressivement, je me suis retrouvée aussi formatrice sur la question de la notion de l'égalité. Mmh. Ce qui rejoint en fait un projet que j'ai eu il y a quelques années, alors je sais plus à quelle époque, mais à un moment donné, en fait, j'ai quitté le centre d'art avec dans l'idée de monter en fait, je voulais faire une structure qui accompagne en fait d'autres structures sur ces notions de l'égalité homme-femme, D'accord. observant que autour de moi, 100% des structures en fait éprouvaient des difficultés, soit parce qu'en fait au sein des équipes, il n'y avait pas le même niveau de connaissance sur les notions de féminisme ou d'égalité, de genre. Et donc, je me disais, bah, en fait, ne serait-ce qu'en faisant de la pédagogie, ça peut fonctionner. Puis, j'ai voulu réfléchir justement à des outils en fait plus structurants. Et en fait, dans mon idée, en fait, ça ressemblait à une espèce de mélange de centre de formation et de cabinet de consulting, mais vraiment spécialisé là-dessus. D'accord. Et en fait, je voulais me former aussi au genre, et donc reprendre des cours à l'université. Et puis finalement, en fait, pour maintenir mon niveau de vie, il fallait à la fois que je continue un peu à travailler, à la fois que je sois étudiante, à la fois que je sois à Pôle emploi pour avoir mon complément de salaire, à la fois. Mmh. Et en fait, il a fallu que j'opère des choix. Et donc, je me suis dit, bah, je vais me former toute seule. Je vais m'approcher des réseaux militants. Je vais lire énormément, me documenter, etc. Et donc, gagner en autonomie là-dessus, puisqu'en plus, en regardant comment dire, le contenu des cours à l'université, je me suis dit qu'en fait, j'avais suffisamment déjà été à l'université pour savoir en fait, comment ça fonctionne. Et Mmh. donc, en fait, il suffit que je vois la bibliographie et que je m'intéresse un peu au sujet sérieusement et je pourrais réussir à m'en sortir. Alors après, évidemment, c'est pas comme passer un diplôme, écrire un mémoire, etc. Mais voilà, donc je me retrouve donc à vouloir monter ce projet-là. Puis en fait, je me dis, monter une structure, surtout toute seule, ça m'intéressait pas du tout. Donc j'ai un peu mis le truc de côté. Et puis en fait, très rapidement, en fait à l'époque, je partageais mes bureaux avec la petite.
Donc, je connaissais bien leur équipe et même j'y avais fait en 2012 un bref passage sur du renfort en communication. Donc, c'est une équipe que je connaissais bien la structure. Bah, je sais plus qui est venu me voir, je pense à l'époque c'était Robin, donc, qui était en charge de la communication, qui me disait est-ce que tu veux intervenir sur une de nos formations qui s'appelle Artistes et féministes et sur les modules liés à la communication. Et donc, vu que j'étais dans tous ces questionnements à l'époque, je me suis dit bah oui, carrément. Donc voilà. Et puis les premières formations se sont passées et ça m'a beaucoup plu. Et puis là, en fait, récemment, la petite a refait un appel pour renforcer les équipes justement de formatrices sur la notion d'égalité. Et donc, en fait, là, j'y suis officiellement depuis le mois de février. D'accord. Voilà. Donc très contente. Et puis là, en fait, ce qui est bien, c'est que j'interviens sur des formations qui comment dire, roulent déjà. Enfin, ça fait plusieurs années qu'elles existent, etc. Et là, en fait, on est en train de réfléchir justement à créer de nouveaux modules. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à l'écoute en fait des besoins des professionnels femmes et non binaires et transgenres, et on fait hyper attention en fait à quels sont leurs besoins et essayer d'adapter et de créer des nouveaux modules. Et ce que j'aime bien dans la petite, c'est qu'il y a ce côté un peu laboratoire d'expérimentation et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de structures comme ça en fait en France. Donc je suis hyper heureuse en fait que ça soit à Toulouse et au final c'est le projet que j'aurais voulu monter mais qui existe déjà, et donc en fait ça aurait été pas intéressant que je fasse la même chose ailleurs. Autant qu'on fusionne en fait nos envies, nos savoir-faire et nos réseaux et le fait que j'ai évolué dans d'autres réseaux fait peut-être que je pourrais leur apporter aussi d'autres opportunités et l'inverse aussi, c'est-à-dire que je pense que ça ne fait que nous enrichir le fait de se rejoindre. Voilà. Absolument. J'aimerais faire quand même un petit détour sur ton métier qui est du coup chargé de communication, recherche de partenariats et de mécénat. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Comment est-ce que tu fonctionnes? C'est plusieurs casquettes qui pourraient être comment dire, des postes uniques. Et donc, sachant que je fais ça à temps partiel et que je fais toutes ces choses-là à temps partiel, donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles en fait on délègue. Donc conception de site internet, etc. C'est conçu en fait par un webmaster et un graphiste. Donc déjà en fait pour la partie du festival qui concerne simplement le festival, on travaille avec le même graphiste depuis hyper longtemps, qui est quelqu'un qui a très bien compris l'identité de nos différents projets. Et qui est quelqu'un en qui j'ai complètement confiance. Et donc, ce qui est génial, c'est que je n'ai pas de cahier des charges à faire. À partir du moment où en fait il y a un nouveau projet qui émerge, très spontanément, il va comprendre en fait de quoi il en ressort, comment le positionner et quel regard porter là-dessus. Donc, la seule chose en fait que je me retrouve à faire avec lui, c'est lui expliquer quels sont les contenus qu'on va devoir partager, sur quelles interfaces. Réfléchir au nombre d'exemplaires d'impression et tout ça, et après moi j'organise toutes ces choses-là, et puis après oui effectivement on échange, mais en tout cas le geste graphique vient vraiment de lui, et c'est ce qui fait que son travail est intéressant d'ailleurs, c'est que en fait lui faisant confiance, enfin ça arrivait très rarement en fait qu'il nous fasse des propositions qu'on retoque. Parce que généralement ils visent juste. Il y a juste 2 ou 3 fois on a eu des propositions, on n'a pas trop compris, et puis en retravaillant finalement il y a d'autres choses qui sont arrivées et qui correspondaient mieux, mais généralement en fait sa première idée est toujours la meilleure, et puis on s'y attache, et puis certaines fois on est surpris et on se dit très bien, gardons cette surprise, parce qu'en fait pour moi la communication c'est aussi ça, c'est des fois se dire que c'est des espaces de création, on laisse libre cours à notre imagination, et on n'est pas obligé de faire de la communication institutionnelle, formelle, d'autant plus qu'on n'est pas du tout une structure justement qui dépend de qui que ce soit, et donc du coup on peut se donner pas mal de liberté sur ce qu'on va dire à travers justement le graphisme, les messages qu'on écrit, etc.
Donc après, il y a toute une partie rédactionnelle qui consiste à écrire le projet, donc en parler, répondre à des interviews écrites ou orales. Donc tout ça, c'est une autre partie qui consiste finalement à réfléchir à ce projet et pouvoir le retranscrire avec des mots et qui soient des mots adaptés à mes différentes cibles. Okay. Ensuite, il y a une partie qui consiste à réfléchir aux différents publics qu'on touche et ceux qu'on ne touche pas. Mais effectivement, il y a la question de réfléchir à ces publics qu'on ne touche pas. Comment est-ce qu'on peut réussir à les toucher sans faire de l'action culturelle, puisqu'on n'a pas les équipes nécessaires pour faire de l'action culturelle. Donc voilà, c'est une autre partie de ce métier-là. Et puis après, il y a la partie qui consiste à raccrocher le festival à son territoire, à ses acteurs, actrices, et être connu, identifié. Et surtout, ce que j'ai observé, c'est que c'est une structure qui a de l'ancienneté. Donc, c'est une bonne chose parce que du coup, quand on dit sieste électronique à Toulouse, les gens savent ce que c'est. Mais par contre, c'est une structure qui a pas mal évolué depuis qu'elle existe. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui y sont allées sur les premières années. Et en fait, entre-temps, le projet n'est plus le même. Donc, en fait, une partie de mon boulot, c'est de corriger les vues de l'esprit, de dire, mais non, en fait, on ne fait plus ci, on ne fait plus ça, etc. Et puis aussi, casser un peu l'image qui est persistante pour toute personne qui n'est jamais venue dans la manifestation, d'un festival où c'est la grosse stuff. On est un festival de jour qui démarre à 8h30 le matin et qui se termine à 22h. Enfin, c'est assez bon enfant, c'est familial, etc. Et en fait, souvent, quand on dit que le festival porte le nom électronique dans le nom, tout de suite, on s'imagine que ça va être grosse rêve party, quoi. Vraiment. Ouais, voilà. Et alors que, en fait, ça existe, je vais pas mentir, ça existe, c'est une partie du projet, mais c'est une partie du projet. Et intimement, je suis la plus attachée, c'est la partie justement qui se passe la journée, qui est la partie la plus expérimentale, là où on montre en fait les formes musicales qui méritent cet espace-là pour être montrées. Et donc voilà. Donc une autre partie de mon métier, c'est justement de rencontrer des acteurs et actrices économiques pour trouver des fonds, des financements, de créer les partenariats, les négocier. Il y a aussi tout un travail justement de développement où, en rencontrant des acteurs et actrices économiques ou autres du monde de la recherche. L'idée, c'est aussi de voir quelles sont nos opportunités de renouvellement, faire émerger des nouveaux projets. Trouver d'autres gens avec qui travailler, en fait, concevoir en fait la manifestation. Puis ensuite, il y a la partie mécénat qu'on essaye de développer, que je vais raccrocher aussi à la partie finalement adhésion à l'association, parce qu'en fait on est une association. D'accord. Et c'est hyper important de le rappeler parce qu'en fait on est vraiment porté par les membres de cette asso, c'est-à-dire que c'est eux qui nous encouragent, c'est eux qui donnent du sens au projet pour lequel on travaille. C'est eux qui mettent du cœur, de l'énergie, avec qui on discute de ces idées-là. Et donc, c'est important en fait que cette association, elle vive, qu'il y ait des nouvelles personnes qui l'intègrent chaque année. Donc là, en fait, nos difficultés, par exemple, c'est que l'édition de cette année n'ayant pas eu lieu, on va pas avoir de nouveaux bénévoles. Et donc, voilà, il faut que j'y réfléchisse. Je me pose la question, en fait, qui rejoint l'asso et pourquoi. Voilà, et depuis peu, je suis aussi occupée par un nouveau pôle sur lequel on est plusieurs, mais qui s'appelle le pôle SAFE et qui est en fait le pôle qui réfléchit justement aux questions de discrimination de manière générale, pas que sexiste. D'accord. Essayer de prendre en fait à bras le corps cette notion-là. Voilà. Et donc après, quand je le faisais pour le Centre d'Art, c'était à peu près la même chose. Sachant que j'ai pas parlé de tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça. Enfin, bref, mais il y a énormément de choses en fait. J'ai pas d'agenda particulier. Genre, je me réveille le matin, je fais le truc le plus urgent en fait. Et après, parfois émerge une idée que je fais mûrir sur le temps et tout ça est dans mon esprit et je ne pense pas trop au fait qu'un jour peut-être je partirai de ce poste et il faudra que je fasse une transmission. Je sais pas comment on fera. Il faudra coucher tout ça sur papier. Voilà, mais en fait, voilà, c'est quoi, ça fait 9 ans que je suis là et donc du coup, en 9 ans, il y a aussi des habitudes qui se mettent en place et je sais très bien que hop, on est en avril, ça veut dire ça, hop, on est en mai, ça veut dire ça et puis
Donc, c'est aussi des choses que je fais assez spontanément. C'est aussi le fait que je travaille pour une structure qui a des échéances longues. C'est une année sur l'autre. D'accord. Donc en fait, il n'y a jamais rien qui presse. Et puis le plus tôt j'arrive à boucler un truc, le mieux c'est. Ce qui fait que chaque année, mon objectif, c'est d'arriver au mois de mai, le festival est en juin, en ayant tout réglé. Et me dire, tout est parti à l'impression, c'est bon, on a réservé les panneaux, c'est bon. Et donc là maintenant, sauf couac monumental, j'ai toute ma disponibilité pour justement faire face à l'imprévu. Okay. Donc voilà comment je suis organisée. Tout est dans mon crâne, mais au final, c'est dans mon crâne parce que ça fait un certain nombre d'années. Oui. Voilà. Et puis après, il y a la partie éditoriale. J'en ai pas parlé. On publie une revue et on a aussi un quotidien en ligne. D'accord. Qui s'appelle, donc la revue s'appelle la revue Audimat et le quotidien en ligne s'appelle Musique Journal. Et ces deux autres projets en fait qui sont arrivés plus récemment, mais qui sont aussi portés en fait par l'équipe des siestes électroniques, mais d'autres personnes qui nous ont rejoints pour leur qualité éditoriale. D'accord. C'est des projets que je trouve très intéressants parce qu'ils posent en fait l'essence même de ce qui nous anime, qui est on prend la musique très au sérieux et en fait on fait un événement pour l'écouter. Mais on n'est pas qu'un festival événementiel qui crée de la fête et de la joie. En partie on le fait, mais aussi il y a un projet de réflexion autour de la musique, de découverte qui est plus fort et qui est vraiment en fait profondément ce qui nous anime au sein de l'équipe. Donc on est content parce que la revue Audimat aujourd'hui c'est une revue qui a trouvé son public, qui est un public de niche, hein, vraiment des gens qui sont entre des geeks, des chercheurs, des artistes, qui s'intéressent en fait à la musique au sens large, à la musique pop, mais de façon hyper sérieuse, presque universitaire. Donc c'est semestriel, c'est 6 articles tous les 6 mois, 5 ou 6 articles tous les 6 mois. Et en fait, maintenant, on est identifié comme étant la structure qui porte ce projet-là. Et donc, ça donne une image en fait du festival qui est une image moins événementielle, moins événementialisée. C'est-à-dire, voilà, effectivement, il y a la partie festive, mais c'est pas que ça. Et avec donc Musique Journal, l'idée c'est aussi de partager notre goût, en fait, notre passion et notre émotion en fait, que nous permet d'avoir la musique et donc de chroniquer des disques qui sont soit sortis des radars qui n'étaient pas dans les radars au moment de leur sortie, soit qui ont été oubliés, des disques méconnus. Et l'idée de parler en fait de l'émotion musicale qui est vraiment en fait ce qui nous motive dans la vie, et donc de faire découvrir 4 disques par semaine. On se dit déjà, si on a découvert 4 disques par semaine, c'est beaucoup, parce que en vérité, on écoute de la musique en permanence, mais moi je suis très très nulle en blind test par exemple, parce que j'ai du mal finalement à me souvenir de ce que j'ai écouté. Très souvent je me dis oui, bien sûr j'ai déjà écouté ça, mais je ne sais plus ce que c'est. Et donc en fait l'idée vraiment de se concentrer, de s'accorder un temps, de se documenter et de se dire voilà en fait quelques fois dans la semaine j'ai mon petit moment pour ça. On se rend compte aussi qu'il y a pas mal de gens en fait qui consultent ce média-là et qui avaient ce même besoin que nous. Tu n'as pas l'air d'aimer structurer tout ce que tu fais, mais moi quand même, ça me taraude vraiment beaucoup. Comment est-ce que tu t'organises parmi tout ça? Parce que là, tu m'as énoncé l'ensemble des différentes missions que tu effectues au sein des différentes associations, entre tes temps partiels, entre tes activités de cœur, tout ça, tes métiers, tes positions. À quel moment tu vis? Comment est-ce que tu fais pour pouvoir faire tout ça? Alors, je pense que je dois avoir un naturel pas très organisé, ce qui fait que je me suis développée une grosse orga. Et cette grosse orga repose sur un truc, c'est que rien ne traîne. C'est-à-dire que quand j'ai un truc à faire, je le fais. Et comme ça, je sais que c'est fait. Okay. Voilà, c'est tout, c'est fini, c'est la fin de mon moment. C'était la réponse la plus courte du monde. Parfait. Non, mais et c'est hyper pratique parce que du coup, j'oublie jamais rien. Et en fait, je peux te donner l'impression qu'il se passe plein de choses dans mon existence, mais en réalité, je pense que j'ai fait un gros tri. Donc, en fait, je n'ai pas l'impression qu'il y a tant de choses que ça. C'est-à-dire qu'il y a une grosse part dans ma vie qui consiste
à accorder du temps à mon repos. Mon repos qui n'est pas forcément que dormir, qui est quand même beaucoup, qui repose beaucoup là-dessus, mais qui est aussi beaucoup rester chez moi et être dans mon canapé et soit rien faire, c'est-à-dire regarder le plafond, réfléchir, soit écouter de la musique et ne me concentrer que là-dessus, ou soit bouquiner. Ok. Et donc, vu que c'est très important pour moi d'avoir ces moments-là, et ben en fait, j'ai réussi à organiser ma vie pour que j'ai ce temps-là en fait qui existe. Ok. Donc voilà. Et ensuite, j'ai d'autres, comme tout le monde, hein, c'est pas, j'ai des besoins de sociabilité, de sortir, etc. Mais globalement, je me tiens au fait que je ne sortirai que du jeudi au dimanche. Et donc, du coup, mes moments à moi, je les ai du lundi au mercredi. Il y a des exceptions, hein, évidemment, mais j'essaye vraiment de me tenir à ce rythme-là parce que je suis quand même très souvent fatiguée. Et donc, du coup, il faut quand même que les choses soient organisées et que j'ai mes temps pour tout ça. Et après, du coup, il me faut effectivement l'énergie pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et donc, cette énergie-là, en fait, je la trouve dans le fait que moins j'en fais, le mieux je le fais. Ouais. En fait, je m'écoute et au moment où j'ai une espèce d'élan, une volonté, un truc qui me pousse à faire un truc, je le fais à ce moment-là parce que je sais que je suis dans le meilleur état d'esprit pour le faire. Et donc, voilà, c'est le moment de me lancer. C'est le moment où en fait l'idée va être exprimée en peu de temps, bien, etc. Et efficace. Efficace, ouais. Tu travailles, alors peut-être qu'en ce moment c'est un peu différent via la crise sanitaire, mais tu travailles toujours de chez toi? Tu te déplaces dans des locaux? Alors, j'ai des locaux. Alors, pendant la crise sanitaire, j'ai bossé depuis chez moi et ça m'allait très bien puisque justement, j'ai été pas mal sidérée en fait par ce qui se passait. Et donc, j'ai eu pas mal de temps où justement, j'avais besoin d'être dans mon canapé à regarder le plafond. Donc, c'était bien. Et ce qui m'a pas empêché en fait de faire le boulot que j'avais à faire, qui de toute manière, c'est drastiquement réduit. Donc, c'était tout à fait possible de bosser plus chez moi et surtout, ça ne se justifiait pas de devoir aller au boulot pour 2 heures de travail quotidiennes. Voilà. Après, là, je continue à bosser depuis chez moi parce que je pense que jusqu'en septembre, notre activité reste réduite. À partir de septembre, je vais retravailler comme si le festival de l'année prochaine allait avoir lieu. Je dis comme si parce qu'en fait, on ne sait pas. Mais en tout cas, je vais reprendre un rythme de travail classique. D'accord. Et aussi, on va travailler sur des sorties de livres et des choses comme ça. Donc, je vais avoir du taf, je le sais. Et quand je vais au boulot, en fait, j'ai un petit bureau que je partage avec donc, mon collègue qui est permanent sur le festival, qui s'appelle Nicolas. Et puis aussi, on a très souvent des stagiaires ou des volontaires civiques qui nous aident sur des missions courtes liées à nos projets d'édition ou de communication. Donc voilà, donc on a ce petit espace-là qu'on partage nous-mêmes avec d'autres structures qui sont plutôt dans le milieu du théâtre, qui eux sont dans un open space. Nous, on a notre bureau à nous. Et d'accord. Donc voilà, donc c'est un endroit où j'aime bien aller parce que ça me permet aussi de discuter avec d'autres gens, de rencontrer, de réfléchir aux différents projets qu'on mène, à la manière dont on le fait, etc. Donc c'est toujours enrichissant en fait de ne pas être isolé dans son coin. Même si j'aime beaucoup travailler depuis chez moi, j'ai quand même besoin d'avoir de temps en temps un lien avec les gens avec qui je travaille. Je comprends. Au tout début, tu me disais que toi, tes secteurs de prédilection, c'était donc l'art contemporain et la musique. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu d'où viennent ces deux envies, d'où ça vient de quoi? Est-ce que tu es musicienne? Est-ce que tu es issue d'une famille qui a aussi une forte appétence sur ces deux secteurs? Explique-moi un petit peu. Oui, on va dire qu'il y a un habitus, comme on dit en sociologie. Le goût pour l'art contemporain, je ne saurais pas trop dire d'où il vient. Je pense qu'en fait, quand j'étais petite, j'avais l'impression que dans les musées, il se passait des trucs hors du commun. Et j'avais envie de comprendre ce que c'était que ce hors du commun. Et j'avais envie d'apprivoiser un peu le côté conceptuel que je trouvais très classe. Je trouvais toujours que c'était des lieux très élégants. Et donc, en fait, ça m'échappait complètement. Et en même temps, le fait que ça m'échappe me donnait envie d'y aller. J'avais une espèce de truc qui m'aspirait dans ces espaces-là. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que c'est une idée qui a persisté longtemps, même si en faisant des études et surtout de la sociologie, je me rendais compte que c'était complètement construit. Ça, au fond de moi, ce truc continue. Et en fait, je me souviens que
au moment où j'ai commencé à travailler dans ces milieux-là, je me suis dit, mais en fait, je me suis fait une idée enfin, les gens sont normaux. J'avais été pas mal surprise. Je me suis dit, c'est pas des grands intellectuels. Puis je pense que, la représentation qu'on s'en fait à travers les films, les livres et tout ça, je m'en étais fait une idée très impressionnante. Et en réalité, pas du tout. Enfin, j'ai rencontré des gens qui avaient absolument les mêmes problématiques que toutes les autres personnes, si ce n'est que, effectivement, il peut y avoir des personnes justement qui adoptent des postures. Et en fait, je me suis rendu compte que très vite, c'était des choses qui me saoulaient. Et donc, par exemple, je me suis dit, jamais j'irai à Paris parce que c'est le meilleur moyen de tomber dans le vice de la posture. Et sans doute que je serais trop faible et que du coup, moi-même, j'aurais une posture. Donc, j'ai voulu éviter ce genre de choses. Voilà pour l'art contemporain. Et après, j'ai commencé à effectivement m'y intéresser, donc acheter des livres sur l'histoire de l'art, etc. Et ça m'a vachement intéressée. Et en fait, quand j'ai fait mes études en Angleterre, j'avais coché des cases. On peut choisir un peu les matières qu'on veut. Et j'avais mis justement les cases autour de l'histoire de l'art et je ne sais plus ce qu'il y avait, analyse critique ou un truc comme ça. Et donc, j'avais coché ces choses-là et en sachant pas trop dans quoi je m'embarquais. Et en fait, j'étais très contente parce qu'en histoire de l'art, on faisait vraiment de l'histoire de l'art jusqu'à la fin du 19e. Donc, ça m'a aussi donné des bases que je n'avais pas en fait avant. Et ensuite, en analyse critique, il y avait une espèce de mélange entre la littérature contemporaine et des œuvres contemporaines. Et en fait, on faisait des regards croisés entre les deux et on essayait de développer en fait une analyse à travers ça. Et là, du coup, je suis rentrée dans un truc ultra conceptuel et je me suis rendu compte que ça demandait énormément de boulot et en même temps, il y avait tout un travail en fait de mise en perspective qui était très intéressant et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était sans limite. C'est-à-dire que ce truc de regard croisé, on peut le faire avec aussi des sujets d'actualité, etc. Enfin, bref. Donc ça, en fait, ça m'a vachement intéressée et je me suis dit que j'allais continuer là-dedans. Et après, je me suis rendu compte que le support en art contemporain qui me touchait beaucoup, c'était la photographie. D'accord. Et donc là, j'avais de la chance parce que j'avais une copine en terminale dont les parents avaient une galerie de photos et qui m'a beaucoup parlé en fait de photos et ça m'a permis en fait d'accéder à plein de connaissances en fait liées à ça et en fait au fur et à mesure le hasard a fait que j'ai rencontré plein de gens qui étaient spécialisés dans la photo et donc voilà c'est beaucoup à travers les rencontres que ensuite, j'ai continué à m'y intéresser. Et après, la musique, oui, dans ma famille, beaucoup de gens font de la musique. Moi, j'en fais pas. Ça a été une grosse frustration. Ok. Je pense que c'est lié au fait que quand j'étais gamine, je m'intéressais à 1 million de trucs et j'avais envie d'expérimenter 1 million de trucs. Et j'étais dans une famille de gens qui faisaient de la musique de façon sérieuse. Et donc, en fait, très vite, on m'a renvoyé le fait que si je faisais pas du solfège et si je faisais pas les choses correctement, en fait, je n'y arriverais pas. Ok. Et c'était vrai, c'est-à-dire que je n'aurais pas, je n'avais pas envie de faire du solfège. Moi, ce que j'avais envie, c'est de prendre un instrument et de savoir tout de suite en jouer. Toute l'étape d'apprentissage et de théorie m'emmerdait. Et en fait, en même temps, j'étais très intéressée par tous les instruments de musique. J'avais de la chance d'en avoir du coup beaucoup à la maison. D'accord. Donc, je pouvais jouer avec quand les propriétaires de ces différents instruments n'étaient pas là. Je me mettais dessus et puis donc il y avait un piano, une batterie, différentes percussions et des choses comme ça. Et donc, en fait, je jouais avec ces trucs-là vraiment au moment où j'étais sûre qu'il n'y avait personne pour m'entendre. Et en fait, ça me plaisait bien d'entendre ces sons et tout. Mais bon, c'est clair qu'il n'y avait pas de... Comment dire j'avais aucune volonté d'apprendre en fait de façon académique ce que c'était que la musique. Ça m'est arrivé plus tard, mais plus pour des raisons, on va dire, de quête de légitimité. Je me suis dit, tiens, s'il faut que je me professionnalise dans le secteur de la musique, il faut quand même que je sache
de quoi je parle. Et donc, du coup, ça serait bien que je sache 2 ou 3 bases du solfège OK. et pour pouvoir, en fait, parler de musique. Mmh. Mais c'est une approche très technique qu'aujourd'hui, en fait, je trouve pas intéressante parce Mmh. qu'en fait, elle est pas du tout universelle. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans la musique, c'est pas justement la technique. C'est C'est la ça, magie de se dire qu'à c'est ça. un moment donné, enfin, finalement, c'est presque hyper intéressant de se dire qu'on est séduit par un son sans savoir quel est l'instrument qui se cache derrière ce son-là. Mmh. Et C'est la transmission de l'émotion et non pas la transmission d'une partition, quoi. ouais, voilà, exactement, ou de l'image mentale, Mmh. peut provoquer la musique. Donc c'est une image mentale qui peut être une émotion, mais qui peut être aussi un paysage très clair, hein, qui nous Mmh. vient dans l'esprit, etc. Et en fait, je trouve ces choses-là beaucoup plus intéressantes. Et aussi, la qualité d'une note, être capable de reconnaître que l'enregistrement est très bien fait, etc., sans pour autant savoir comment ça se passe précisément dans un studio d'enregistrement quand Mmh. un enregistrement est bien fait. Et je me dis que j'aime bien savoir qu'il y a des coulisses qui nous échappent. Enfin, c'est comme si, en fait, aujourd'hui, on analyse la musique comme s'il fallait qu'on sache tout de la technique et de ce qui s'y cache. Mais en fait, ce qui nous plaît quand on va au théâtre, c'est de ne pas savoir comment ça se passe aux loges, Mmh. c'est de ne pas savoir comment les costumes ils ont été créés et qu'en fait, là, on a la pièce qui arrive, Mmh. qui se meut devant nos yeux, etc. Et c'est là que ça prend sens. Et finalement, on ne connaît pas les techniques de répétition des artistes, des comédiennes ou des comédiens, et puis la personne qui est en régie, qui s'occupe du son. On prend ça comme un tout, et c'est le fait de vivre ça comme un tout, et ensuite que ça génère en nous des réflexions, des émotions, etc. Ça qui est intéressant. Mmh. Et c'est ça qui parle au plus grand nombre. Finalement, de connaître tout des coulisses, je trouve que ça démystifie un peu l'objet culturel. Et justement, c'est ce mystère-là qui me plaît. Et donc, finalement, je suis contente de ne pas avoir fait de solfège quand j'étais petite. Moi aussi, quand j'étais petite, alors effectivement, j'étais aussi un peu, abasourdie devant l'art contemporain, beaucoup de théâtre, j'étais déjà un peu dans ce mood-là et j'avais absolument alors je chantais et je voulais absolument, apprendre à jouer un instrument de musique donc bonne petite élève, ma maman m'a mis, au solfège. J'ai vraiment subi, 1 année de solfège. C'est-à-dire que, ça m'intéressait pas d'apprendre à lire les notes. Alors en fait, je mettais les notes sous les partitions, je les écrivais parce que moi j'ai une mémoire du coup auditive, mais du coup j'apprenais les partitions par cœur à l'oreille. Du coup, je trichais en fait quand je me faisais interroger parce que à l'oreille, je faisais mon truc. Et puis donc je choisis un instrument à la fin de la première année. Il y avait une espèce de certification à passer de est-ce que tu as bien compris ce que tu as appris cette année. Mais vu que moi, c'est pas histoire que j'avais pas compris, c'est qu'en fait j'avais déjà tout intégré dans ma tête. Donc le jour où il a fallu que je récite mes notes, j'ai réussi à faire ré, sol, sol, je sais pas trop quoi. Parce que j'avais juste mémorisé de façon auditive ce dont il était question et non pas la partition en elle-même. C'est pas tricher, c'est juste apprendre différemment. Et en fait, je voulais apprendre à jouer le hautbois. Et puis le prof m'a dit: «Non, mais du coup, il faut continuer pendant, je sais pas, 5 ans». J'étais là: «Mais non, mais non, merci, mais au revoir». Et donc, du coup, j'ai lâché l'affaire parce que c'était un vrai calvaire, en fait. C'était non pas que c'était pas intéressant, mais c'était juste pas pour moi, c'était trop scolaire, c'était trop théorique et je voulais juste faire de la musique et je voulais juste souffler dans un hautbois en fait et prendre du plaisir à le faire et toute cette partie solfège, alors je ne suis pas en train de dénigrer ça du tout, mais pour moi qui voulais simplement jouer d'un instrument, c'était juste, c'était trop quoi. Non, mais oui, et je pense qu'effectivement, c'est absolument nécessaire parce que je peux être hyper émue par la dextérité d'une pianiste ou d'un pianiste. Et d'un niveau d'expertise qui est incroyable. Mmh, Je pense que pour arriver à ce niveau-là, il faut justement bien sûr. Mmh. avoir travaillé son instrument pendant très longtemps, etc. Mmh. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a Ouais. vraiment pas que ça. Et je pense que la musique devient intéressante au moment où, en fait, la personne qui l'interprète ou qui la compose dépasse, en fait, cette technique. Mmh. Alors après, je ne sais pas si c'est possible de comment dire, sauter les étapes, mais je pense que, en tout cas, il y a certaines formes musicales qui peuvent être des formes spontanées et qui n'ont pas besoin, en fait, de ça. Et j'ai été assez séduite il y a quelques temps par quelqu'un dans le réseau des musiques actuelles en Occitanie. Alors j'ai complètement oublié qui c'était, mais qui lors d'une conférence nous parlait en fait de d'autres méthodes pédagogiques pour enseigner la musique et la Mmh. rythmique, et qui se basent sur des bâtons, des croix, des trucs comme ça. Enfin, un OK. truc qui est
complètement différents. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient transmettre en fait le sens du rythme et des gammes à des enfants hyper jeunes grâce à ce système-là. D'accord. Et donc, en fait, c'est marrant parce qu'on considère que le solfège tel qu'il existe aujourd'hui, c'est comme si c'était la norme et qu'elle était indépassable, alors que très certainement, en fait, il y a d'autres moyens d'enseigner la musique à expérimenter et qui ne soit pas, en fait, cette norme qui est complètement quelque chose de construit aussi. Et peut-être qu'elle a son excellence, etc. Mais pourquoi, en fait, placer les notes comme ça et pourquoi ça a du sens et pourquoi c'est... en quoi c'est universel et enfin c'est parce qu'en fait il y a plein de personnes qui du coup ne font pas de musique parce que c'est cette méthode là en fait qui leur pose problème et je pense qu'en fait il y avait eu quand j'étais petite d'autres formes d'enseignement comme il en existe aujourd'hui sur la question musicale sans doute que j'aurais fait de la musique, c'est même sûr parce que vu que j'en faisais en secret je pense que j'aurais pu en faire dans une classe où en fait peut-être il y avait un peu plus de liberté et un peu plus de spontanéité. Mais c'était pas du tout le truc. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, mais malgré tout, j'ai un attachement viscéral pour l'art contemporain et pour la musique. Et c'est des choses qui me quittent pas. Enfin, et même si d'aventure je faisais d'autres métiers, je continuerais à avoir une pratique en tant que spectatrice ou auditrice. Est-ce que tu as déjà essayé de travailler auprès d'artistes, par exemple au service de leur image ou de leur communication? Est-ce qu'il y a d'autres métiers de l'industrie musicale qui font de l'œil, par exemple le management, quelque chose d'autre que ce que tu fais actuellement? Je me suis souvent posé la question, je sais pas. Okay. Très probablement, en fait, je peux faire n'importe quoi à partir du moment où je suis motivée. Oui. J'apprendrai sur le tas. Peut-être que je serai pas très forte tout de suite, mais c'est aussi ça, de se faire confiance, essayer de tenter des choses et de se dire que. Mais il n'y a pas de métier à proprement parler. Enfin, il y a pas de fiche. En tout cas, il n'y a pas de fiche de poste qui me fasse rêver. Et il n'y a pas non plus de structure qui me fasse rêver. Je suis bien là où je suis. Et si j'y suis bien, c'est que aussi j'ai pris le temps de m'y sentir bien et d'accorder ma confiance à l'environnement en fait dans lequel je suis. J'ai pas ce truc des carriéristes qui visent une boîte et qui en quittent une autre pour en aller encore dans une autre et puis que ça soit un truc encore plus gros avec un gros salaire et je connais pas ça. Je sais pas ce que c'est. Après, il se trouve que je suis aujourd'hui les structures dans lesquelles je suis, c'est des structures qui me considèrent pas comme une salariée dans le sens où je suis valorisée autant que les autres membres de l'équipe. Il n'y a pas ce truc de hiérarchie. Enfin, j'ai pas l'impression. Il y en a une de fait parce que, par exemple, parmi mes collègues, il y en a quand même un qui a fondé tout ça il y a 20 ans. Donc, du coup, il y a cette ancienneté et tout ça. Mais donc, ce qui fait que c'est aussi son projet à lui à l'origine. Mais je pense qu'il a accepté aussi le fait que le projet, il a évolué aussi grâce aux personnes qui sont rentrées dedans, et que c'est quelqu'un qui a réussi à lâcher sur toutes ces notions-là. Et c'est ce qui crée la confiance et l'autonomie. Et je pense qu'en fait, il y a plein de structures qui pourraient fonctionner comme ça, mais on ne sait pas trop en fait ce que c'est. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Et quand je lis sur les réseaux sociaux, parce que bon, des fois je me fais du mal, et je lis les commentaires où en fait je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes pour qui en fait les salariés doivent être surveillés, il faut qu'ils pointent, parce que on l'a bien vu pendant le confinement, ils n'ont pas tous fait du télétravail correctement, parce qu'ils se sont accordés des pauses, ils se sont fait un café, mais Dieu merci, ils se sont fait un café. Non mais c'est quoi le délire? Pour une fois qu'on peut rester chez soi en pyjama, mais faisons-le. Enfin, non mais c'est très bizarre en fait, comme si en fait on est né pour galérer et tout ça sont des choses. Travailler pour gagner sa vie, quoi, et vivre pour travailler, quoi. C'est les deux phrases zéro sens. En fait, pour moi, je travaille pour contribuer d'une certaine manière, comment dire, à faire des choses dans la société. Enfin, et encore en même temps, si je disparaissais, ce ne serait pas un manque incroyable, mais comment dire, je pense, chacun fait les trucs qu'il a envie de faire et qui sont intéressants pour d'autres personnes. Moi, je me dis, à partir du moment où il y a des gens qui assistent à mes formations,
ou qu'il y a des gens qui viennent sur le festival, ou qu'il y a du coup, je fais pas ça pour rien, parce qu'il y a des gens qui sont contents. Donc, voilà. Et en fait, tous les métiers devraient être comme ça. Et peut-être qu'il y a des gens qui aiment faire des choses très différentes, etc. Mais travailler uniquement pour gagner sa vie, si on le fait pour ça, c'est en même temps, notre société nous a conditionnés pour qu'il y ait des personnes qui se trouvent coincées là-dedans. Parce qu'effectivement, on a besoin de gagner notre vie. Mais ce qui est triste, c'est que les personnes qui se retrouvent coincées à faire ces métiers que d'autres n'ont pas envie de faire, on leur aurait pas donné les moyens en fait de le faire par choix. Et c'est ça le vrai problème, quoi. Bien sûr. Et après, alors pourquoi moi je suis pas indépendante, c'est parce qu'en fait j'ai pas du tout envie de faire des papiers URSSAF. Voilà. C'est tout, c'est juste pour ça? Oui. Bah attends, mais tu rigoles ou quoi? Ça me prend 5 minutes par mois, c'est tout? Ouais, mais je sais pas. Et puis réfléchir aux cotisations et tout ça. Non, mais en fait, j'ai mon copain qui est indépendant et je vois comment ça se passe quand même. Chaque fois, on me dit créer un compte entrepreneur, ça prend 5 minutes, machin, et tout ça. Effectivement. Et l'inscription, ça prend 5 minutes, c'est vrai. Mais il y a quand même des déclarations à faire, il y a quand même des négociations à faire avec les clients. Plein de gens qui viennent te harceler parce que soi-disant, il faut que tu cotises à un truc, mais en fait, c'est même pas vrai. Et puis, le jour où ton activité, elle évolue un petit peu, il faut que tu fasses évoluer ton statut. Et puis là, d'un coup, ça devient super compliqué. Donc, non. Non. Moi, j'aime l'idée que j'ai une fiche de paye qui arrive à la fin du mois. C'est beaucoup plus simple. Je comprends. Voilà. On va pas tarder à arriver vers la fin. J'aimerais tout de même que tu me livres tes conseils que tu peux donner aux auditeurs. Si c'est un artiste ou une artiste, c'est un peu compliqué parce que moi-même, je ne suis pas artiste. Donc, je n'ai pas trop de conseils, si ce n'est mets-toi en réseau, rencontre des gens. Ouais, en fait, c'est hyper important de s'entourer des bonnes personnes. Il faut justement essayer de cibler les personnes avec qui on se sent bien. En fait, je pense que plein de personnes ont des compétences sur des domaines très différents et qu'en fait, le bon truc, c'est de savoir qui est bon en quoi et donc à quel moment, en fait, on peut solliciter quelqu'un pour un truc précis. Et donc voilà, en fait, à partir du moment où en fait, on est bien entouré, on peut monter plein de projets parce que ça va être bien fait vu qu'on connaît les bonnes personnes qui vont savoir faire le truc. Il faut tenter, puis on verra. Enfin, parfois, ça marche. Voilà. Donc, il faut tenter des choses et puis aussi bien s'entourer. Voilà. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est très, très dur de lancer quelque chose. Mais une fois que c'est fait, c'est fait en fait. Mais il faut le faire. Dis ouais, je suis pas capable. Ouais, mais je sais pas faire. Oui, mais je suis pas légitime. Ok, ça, tu stoppes, tu le fais. Et c'est sur le tas que tu te rends compte qu'il y a des problèmes et que tu peux apporter des solutions. Là, j'ai 3 stagiaires actuellement sur le podcast. Jamais j'aurais pu penser que d'une petite entreprise qui a même pas 3 ans, j'aurais un jour des stagiaires. Et j'en ai 3 aujourd'hui sur le podcast. Et c'est juste, mais ouf. Et voilà, faut lancer le truc. On ne sait pas comment ça va évoluer, mais il faut juste pas y penser pour le moment. Il faut juste lancer, se donner des petits objectifs et avancer step by step. Je me rends compte que les vacances, en fait, dès qu'on est bloqué, il faut partir en vacances. Il faut trouver un moyen de faire une pause et arrêter en fait d'essayer de vouloir avancer, etc. C'est ça. Parce qu'en fait, au moment où en fait on est dans l'inactivité, on a des envies d'activité, et surtout on a des inspirations parce qu'on fait autre chose et on parle de ce qu'on fait aux gens, etc. Et donc dans la façon dont on a en parler, qui sont pas forcément des gens en plus qu'on voit au quotidien, les gens avec qui on va en vacances, et ça nous permet de concrétiser des choses dans l'esprit. Et je pense qu'en fait, du coup, je disais que il faut pas trop travailler, mais surtout en fait, il faut faire plus de vacances. Enfin, il faut plus, en tout cas, sortir en fait du contexte, du cadre du travail. Je pense qu'en fait, le cadre bureau est bien pour faire des choses, des tâches d'exécution pure. Mais tout ce qui est construction et tout ça, mais en fait, ça se passe en dehors du bureau. Ça se passe dans des discussions, ça se passe dans des marches, en marchant. Marcher, c'est génial pour avoir des idées. Faire la sieste, c'est très bien pour avoir des idées. Et aussi pour s'organiser. Tu me posais la question de comment est-ce que je m'organise. Il y a aussi beaucoup de moments où, en fait, et ça, je l'ai beaucoup fait pendant le confinement, c'est je m'allonge et je réfléchis et je me dis dans quelle ordre je vais faire les choses. Et en fait, une fois que je suis debout, hop, j'ai mon planning de la journée qui est fait
Et vu que c'était clair dans mon esprit, en fait, en 2h30, c'était bouclé. Et puis voilà. Et en fait, il faut pas gâcher son temps. En fait, c'est ça mon vrai conseil. Non, mais oui. Faut pas gâcher son temps. Et il faut se permettre en fait d'avoir des temps qui, d'apparence, n'ont pas l'air d'être des temps de boulot, mais en fait, qui finissent par en devenir. Eh bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Jeanne-Sophie. Merci à toi. Je te dis à bientôt. Au plaisir de se voir. Si tu remontes sur Lyon, je suis pas bien loin, ou si je descends dans le sud. Normalement, je suis censée venir au festival de Girls Don't Cry. Donc, peut-être qu'on se retrouvera par là-bas. C'est probablement même très certain. Voilà. Parfait. À très bientôt. Merci. Oui. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcast, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tuned.